tryna make y'all comfortable. For the record, you ain't tryna grow, then it's done for you. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne LPC pour une nouvelle vidéo en compagnie de Léon Trins, mon collègue. Et donc du coup aujourd'hui nous allons revenir sur les France Open dans un premier temps, qui se sont déroulés au mois de décembre à Marseille, compétition à laquelle Léon a participé. Donc on va déjà revenir rapidement sur les résultats qui ont été faits lors de cette compétition. Donc on a eu de bons résultats dans l'ensemble de la part de l'équipe LPC. Donc on va commencer par toi du coup puisque tu es là. Allons-y. Donc 802 de total. Donc paire totale sur cette compétition après avoir réalisé 800 2 mois plus tôt. Donc en soi déjà est un bon résultat parce que ressortir un résultat en si peu de temps, aussi proche de ce qu'il avait fait du coup 2 mois auparavant, en sachant que c'est déjà un gros pair compétition, c'est un bon résultat, et surtout sur un plateau national où les standards sont plus élevés, où la concurrence est rude, où l'aspect mental est mis aussi à rude épreuve. Donc voilà, c'est un bon résultat de ressortir un total proche, voire même du coup plus supérieur à ce qu'il avait fait 2 mois auparavant. Et du coup, tu as terminé 7e. 7e, pas 6e plutôt? Non, 7e, j'ai été revoir le classement. Bon, ça change pas grand-chose. 7e à une barre près du coup de passer 6e ou 5e, je sais plus exactement quelle place on avait joué sur Bah, le. il me semble de souvenir que c'était pour- j'avais fini 6e et qu'on avait joué à la 5e place contre Guillaume. On peut regarder si tu veux. Après vérification sur le site OpenIPF, en fait, je me suis rendu compte que sur le classement des championnats de France, ils avaient fait une erreur. En fait, il manque le 4 dans le Voilà. classement. Voilà, donc en fait, tu as bel et bien fait 6e. Voilà, tout ça pour une place. Bon, du coup, voilà, donc deuxième championnat de France Open pour toi. Oui. Et du coup, 6e dans cette catégorie des moins de 120. C'est ça. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton match? Bah, il y a beaucoup de stress quand même au niveau du match. J'avais envie de faire une performance qui était supérieure à l'Imperium. C'est toujours un petit peu stressant si on peut se retrouver dans l'éventualité où on fait une perf inférieure, même si en vrai, vu le plateau et l'aspect compétitif aussi, parce qu'il y a des matchs, donc on fait aussi des choix de barre par rapport aux autres personnes qui sont présentes. Alors que quand on joue une qualif et qu'on n'est pas forcément dans l'aspect compétitif, on va uniquement se concentrer sur nous-mêmes et donc on aura plus de chances de réussir nos troisième barres. Là, il y avait un petit peu cet aspect, principalement pour le troisième terre, qui a été du coup sélectionné pour jouer une place. Mais dans l'ensemble, assez content. Donc ça, c'est un petit peu l'aspect LPC. On est toujours beaucoup en chauffe. Du coup, on a vraiment un côté où on s'occupe bien de nous. On a des gens pour nous charger les barres, pour gérer les timings de chauffe. On est accompagné jusqu'à l'attente. Donc, c'est une part très importante. Et je pense que c'est pour ça qu'on y apporte quand même beaucoup d'importance. Et on fait toujours en sorte d'être plusieurs en chauffe, au moins sur les plateaux nationaux, voire même maintenant sur les compétitions régionales. Et du coup, match plutôt bien géré. Et 300 squats, 175 au bench et 327 au terre. Et du coup, j'échec 340 au terre en troisième barre pour la 5e place. 5e place. Du coup, première 300 au squat, assez content. Objectivement, c'était peut-être un peu lourd pour le jour J. T'as perdu des points de vie C'est ça. sur cette barre-là, et je pense que c'est ça qui a impacté la fin de compétition, malheureusement. C'est un aspect intéressant parce que Paul et moi, on savait qu'on avait envie de passer 300. Donc on a fait le choix de la mettre parce qu'on était aussi venu un petit peu pour ça. C'était un palier plaisir et qui était important pour moi. Mais le choix aurait été plus intelligent de mettre 2,95 ou 2,97 pour économiser de l'énergie et passer un troisième terre et au final gratter un peu plus de total. Bon, je ne regrette pas non plus, mais assez content du match, même si évidemment on fera mieux les prochaines fois. Ouais, puis ça, on s'en sert aussi comme marqueur pour se dire, bon voilà, on sait que si on a un choix à faire sur un troisième essai au squat et on sait qu'il y a une forte chance que ça finisse en RPE 10, on va éviter de le faire parce qu'on sait que ça aura un gros impact sur son mouvement fort qu'est le soulevé de terre. Donc si c'est pour grappiller 2,5 au détriment de 10 kg au soulevé de terre, ça vaut pas le coup. Donc ça, voilà, on le saura pour les prochaines fois. Après, on sait jamais vraiment comment une barre peut passer parce que en soi, tu as ton second essai qui était de 90 qui a quand même bien bougé. J'étais assez confiant pour mettre 300. Après, voilà, on ne sait jamais à quelque chose près comment ça va passer. Moi, je savais que ça allait être un bon grind quand même. Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais en fait, on aurait pu faire un peu plus conservateur. Après, je jouais pas non plus un podium, donc ça fait c'est ça aussi, ouais. Ça fait sens. J'aurais certainement vu la chose différemment si on venait jouer un podium. Voilà. Donc, ouais, en vrai, content de
comme ta compétition, parce que comme je disais juste avant, c'est pas toujours évident de ressortir une compétition aussi propre que ce que tu avais fait du coup à l'Olympiade. L'Olympiade, tu as fait la compétition pratiquement parfaite. C'est ça. Donc on a été sur un bon élan, mais ressortir une telle compétition, en plus en ne validant pas ton 3e essai au terre, qui est quand même un essai qui de base rapporte beaucoup de kilos, C'est ça. finir à 802, c'est super propre. Ensuite, on aurait pu aller chercher 805 avec un deuxième essai un peu plus lourd, mais ça n'avait pas trop de sens. Oui, non, donc Mm. franchement, bah, là pour le coup, ça je commence à te connaître à ce niveau-là. Je sais qu'il ne faut pas qu'on ait un Ouais. deuxième essai au terre trop lourd. Et d'ailleurs, je me suis même dit à la fin que peut-être que 3,27 était trop lourd, comme un second essai. Bah, Pour aller chercher une 3e grosse barre pour pas que tu aies d'impact. je savais pas à quel point le squat m'avait impacté, mais maintenant, avec l'expérience acquise, oui. Mm. Je pense que On 3,25 aurait aurait fait, suffi ouais, ou même 3,20, comme on a fait par exemple avec Andy, pour refaire un gros jump et derrière. aller s'assurer le 3e jump. Mais bon, c'est là où l'expérience est importante. Même après plusieurs années de powerlifting, on a toujours des nouvelles expériences à acquérir, surtout quand on monte de KT ou juste qu'on prend de l'expérience et du niveau, bah, on peut avoir pas mal de choses qui viennent changer ou se renforcer. Donc, par exemple, la fatigue d'une barre ou simplement la fatigue d'une C'est ça. compétition, on va récupérer un petit peu moins vite. Et puis l'impact des barres. C'est-à-dire qu'entre faire un grind à 2,60 et faire un grind à 300, bah, les répercussions nerveuses, c'est pas forcément la même Ouais. chose. Donc ouais, en vrai, Même les avant-bras, j'arrivais pas à tenir une bouteille d'eau après le squat oui, à oui, 300. c'est vrai, ouais, c'est vrai. Il y a des... Le grind a laissé des séquelles. C'est ça. Mais bon, c'est de l'expérience. Ouais, non, ouais, franchement, content de ta comp. Et donc, du coup, pour revenir sur les autres, donc bien sûr, bah, je suis extrêmement fier de tous les athlètes LPC qui ont participé du coup à ces championnats de France. Donc, il y a eu 10 personnes. Donc, il y a eu Constance qui a ouvert le bal en moins de 63. Ensuite, du coup, on a eu Glenn, Hugo, Romain en 74. Donc, Glenn et Hugo qui étaient en 93. On a eu Samy en moins de 105 chez les groupes B. Et ensuite, on a attaqué les groupes A sur la journée du vendredi. Donc, on a eu Mathilde Pataille, Élise Bouvier et Andy Promera qui étaient sur le même plateau. Donc, Élise et Mathilde qui étaient en moins de 69, qui ont tous les deux fait un très bon résultat parce que bah, Mathilde s'est classée 5e, top 5. Élise, top 8. Donc, pour rappel, sa première année de junior, donc se classer 8e sur un groupe, sur un groupe A France Open, c'est un très bon résultat, même si évidemment, quand elle aurait voulu faire plus, j'aurais voulu qu'elle fasse plus, bien sûr que oui, mais on s'en sort quand même assez satisfait de cette compétition par rapport à la période qui a été assez compliquée. Mathilde, content du résultat parce qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire. Malheureusement, on loupe à un doigt, parce qu'en fait, son grip lâche sur son 3e essai au terre à 205 qui nous offrait le podium. C'était la barre qu'il fallait pour pousser l'adversaire, enfin, pour que l'adversaire faute. Malheureusement, on n'a pas validé cette barre. C'est dommage. Ça va pas grand-chose. Voilà, ça s'est joué au grip, hein, malheureusement. Ça, c'est des choses qui arrivent. Et de toute façon, il y a eu pas mal de loupés, j'ai vu dans cette compétition pour cause La de barre grip. maniaque était pas clémente, hein. Ouais, Elle n'était pas. Il y avait beaucoup de oui sur la barre et une barre assez lisse. Donc en fait, beaucoup de personnes ne l'ont pas apprécié et Mm. j'en fais partie. Ouais, moi, j'ai eu des échos, notamment de la part des spotters, qui m'ont expliqué que concrètement, la brosse métallique qu'ils utilisaient pour la barre, en fait, ils limaient la barre, littéralement. C'est-à-dire qu'en fait, la brosse ne faisait pas que retirer la magnésie, enfin, l'excédent de magnésie, mais en fait, à la fin du séjour, arriver bah, typiquement voilà, déjà après 2 bonnes journées de compétition, Ouais, ça suffit, hein. arriver sur vendredi, samedi, dimanche, en fait, la barre était plus du tout grippante comme elle l'était au début. Déjà que de base, c'est pas la barre du siècle, donc là, ça n'a rien arrangé. Bon, après, on n'est pas là pour dénigrer le matériel, Non, hein, bien mais sûr. c'est un fait. Voilà. Au bout C'est d'un pas une moment, excuse, mais sur un petit pourcentage, ça peut faire la différence. en fait, sur un max, ouais, c'est le petit pourcentage qui fait que tu loupes ta barre Ouais, ou pas, tu vois. c'est ça. Donc, c'est tout. Après, le banc était pas mal. Le banc, donc nouvelle assise et maniaque, et franchement, ouais, que des bons échos dans l'ensemble. Non, J'ai vu franchement. personne flop, entre guillemets, sur l'aspect du matériel. Que Donc, ce sur soit le la bench, donc en vrai, plateforme ou le banc, moi j'étais plutôt content. mm, Et pareil, j'ai eu des bons retours, que ce soit des athlètes ou du staff. non, franchement, le banc, c'était bien. Juste la barre, c'est vrai que on verra si ça évolue dans le temps. Donc j'en étais à ce que donc je parlais des 69, donc très content de leur match, avec du coup Mathilde 5e et Elise 8e, et du coup Andy qui a fait du coup la meilleure place dans l'équipe LPC, qui s'est placé 4e dans ce groupe des moins de 105 Open, après un match parfait. Parce que du coup on va chercher 830 de total, PR plus 10 par rapport à la compétition du mois de septembre. Et un match bien mené du début à la fin. On aurait pu, j'ai eu la possibilité de jouer potentiellement la 3e place,
mais ça aurait pas été une bonne idée. De toute façon, j'ai fait le bon choix parce que quand j'ai vu donc il a tiré sur 335 en troisième essai, et il aurait fallu qu'il tire sur 342 pour prendre la troisième place, et il les avait pas ce jour-là. Je pense Donc pas. j'ai bien fait de rester conservateur, sinon il aurait été plus déçu qu'autre chose. On aurait certainement perdu d'ailleurs des kilos qui nous auraient fait redescendre à la 5e place, donc ça aurait pas été intéressant. Il aurait eu la 3e place s'il avait fait la prépa à Ibiza. Voilà, Après, ça, voilà, il va partir à Ibiza malheureusement. il fera ce qu'il faut la prochaine fois. Hein. Peut-être pas très sérieux. Donc non, en vrai, super content de sa performance, surtout que c'est un athlète, comme je l'avais déjà expliqué dans le podcast précédent, qui a une vie très, très, très remplie, hein, entre le travail, la famille, sa maison, etc. Et il ne trouve pas d'excuses, il fait le boulot quand il faut le faire, et ça paye le jour J. Donc voilà. C'est ça. Donc ouais, très content de ses Un résultats. athlète Donc, discret mais sérieux. ouais. Concrètement, les 2 qualités qu'ils font. C'est ça. Donc, en plus, hein, c'était sympa à gérer son match parce qu'en même temps, on avait le match entre Eliam et Coco qu'on suivait en parallèle. Et non, franchement, très content des résultats. Et donc, du coup, il s'en sort avec un squat à 310 kg, donc un record en compétition et un record all-time, parce qu'il ne l'a jamais sorti. Sauf sa plus grosse barre à l'entraînement, c'était 305 de mémoire. Non, il avait raté 307, il me semble, à un moment, ou il l'avait passé, je ne sais plus. Oui, il a peut-être loupé 307. Ça, il l'avait loupé. Mais sa plus grosse barre réussie à l'entraînement, c'était 305, et en compétition, 305 également. Donc là, c'était un PR all-time. 185 au bench. Le bench, il a pris un petit coup. On s'attendait à mieux à la base, parce qu'il était sur une très bonne dynamique à l'issue de la préparation Imperium. Et en fait, le changement de banc, en fait, il a switch entre le banc Eleco mou et du coup un banc plus rigide pour se préparer pour la compétition, et ça lui a fait un peu de mal sur globalement le positionnement, c'est un peu plus compliqué, et puis il n'a pas une morpho de base adaptée au mouvement, donc ça l'a pas trop aidé, on va dire. En soi, le banc est bien. Après, on peut être bien placé et se sentir à l'aise, mais avoir un petit peu moins de force. Non, mais en fait, le banc, il est bien, mais en fait, il est bien par rapport à ce qu'il était à la base. Mais par exemple, en termes d'assises, si tu prends une assise Eleco neuve, molle, en vrai, elle sera mieux. Tu vois, Oui, par bien exemple. sûr. Je pense que les gens sont d'accord pour Et dire ça. du coup, il y a aussi le switch entre le combo en salle de chauffe Ouais, et l'arrivée sur le plateau. c'est ça, parce que même si en soi la salle de chauffe était très bien organisée, on passe quand même d'un Palini à un Maniac. Alors, c'est pas drastiquement différent, mais c'est quand même différent. C'est pas les mêmes repères, c'est pas la même longueur du pad. Il y a pas mal de points qui changent, donc c'est des petits détails qui peuvent jouer en fait. Le souci de hauteur des barres aussi, qui Oui. remue beaucoup. Oui, ça, je m'en suis rendu compte dès les premiers passages. En fait, il y avait un écart de hauteur entre le plateau et le banc que les athlètes se servaient pour faire leur hauteur lors de la prise de hauteur. Ouais. Pas de grand-chose, mais suffisamment pour que beaucoup de fois dans la compétition, j'ai été amené à demander à baisser la hauteur, notamment pour le squat. Alors, j'arrive pas à savoir si le problème c'était la moquette ou la plateforme qui était trop molle, et du coup, ça crée un différentiel, ou alors juste effectivement qu'il y a simplement une différence. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je l'ai senti au bench parce que j'étais quand même plutôt large sur ma hauteur. Bon, bah, si tu l'as sorti au bench, c'est que c'est vraiment le banc. Et arrivé sur le plateau, un gros différentiel quand même. Je sais qu'il y avait la charge, évidemment, mais quand même un bon différentiel. Donc, ouais, encore une fois, là, l'avantage d'ailleurs, pour faire une petite parenthèse, on a la nouvelle qu'à compter des prochains championnats de France, toute la salle de chauffe sera équipée de Maniac. Pas seulement les combos, les plateformes, les barres, ça va être du Maniac. Donc là, on n'aura plus d'excuses, parce que pour le coup, le matériel en chauffe sera le même que sur le plateau, et ça sera, en vrai, c'est une super bonne décision de la part de la fédération. Quand ils prennent de bonnes décisions, il faut le dire aussi. C'est ça. Et donc, pour les athlètes, c'est super. En fait, ça fait longtemps que ça aurait dû être fait, mais maintenant que c'est fait, c'est une très bonne nouvelle. Ça va clairement faire la différence sur un petit peu le professionnalisme du sport, hein, parce que tu arrives sur une salle de chauffe, juste le fait d'avoir le même matériel en chauffe que sur le plateau, ça fait une grosse différence pour un athlète et aussi pour l'organisation sur le plateau, parce qu'il y a toujours le combo un peu nul que personne ne veut, qui du coup n'est pas forcément utilisé, et donc c'est un petit peu le bordel après pour tourner. C'est ça, sur un groupe de 10-12 personnes, c'est vite embêtant. Surtout quand tu arrives sur les grosses KT et que le combo il bouge un peu dans tous les sens. Et donc, du coup, il a validé 185, donc c'est quand même sa meilleure barre en compétition, mais juste on s'attendait à mieux à la base. Et il va chercher un PR au deadlift, du coup, avec 3,35, qui lui permet de totaliser 830 kg de total, donc ça commence à être costaud. Très beau total, très très beau total. Donc, très très fier de sa prestation. Il a pris un peu de poids, il a rempli un peu plus la KT. Oui, c'est ça, maintenant il remplit bien la KT, il est à 107-108 en poids de forme, donc, voilà. Et la gestion de poids se fait bien à l'approche de la compétition. On a dû faire un petit sauna d'ailleurs au passage. On en reparlera après, mais
gros plus d'avoir un sauna à disposition pour gérer les poids Ouais. au Chance dernier National moment. Test, qui est premier test du sauna Mm. est plutôt positif. Ouais. Et donc, du coup, ensuite, nous avons eu Marine qui a concouru en même temps que toi, du coup, sur le même plateau le dimanche et qui a terminé 8e avec 450 de total, donc qui était son meilleur total en compétition. Malheureusement, on perd pas mal de kilos précieux sur le squat où elle se fait refuser pour Deps. Et le grip qu'elle a lâché sur son troisième essai à 200 au terre. Donc, franchement, la forme était clairement présente. Là, j'ai eu aucune mauvaise surprise de sa part. La Deps au squat aurait pu passer comme ça aurait pu. Bah, du coup, comme c'est pas passé, genre dans une autre compétition, ça aurait très bien pu passer. J'ai pas été choqué de son mouvement. Ça m'a pas. J'étais pas. Quand j'ai vu son mouvement, j'étais pas là en mode. Bon, C'est elle va chaud. se faire light. Non, en vrai, pour moi, ça aurait pu passer. Malheureusement, ça n'avait pas passé. On perd 7,5 kg du coup sur le squat, ce qui est costaud. Et on a fait un gros jump, on en a fait 187-200 entre le deuxième et troisième essai au terre, qui était prévu dans le match. Et les 200, on les avait, elle s'est très bien montée, juste le grip a lâché au dernier moment, malheureusement. Donc voilà. Et elle a participé à la Pyrénées Cup. Et elle a participé il y a une semaine à la Pyrénées Cup où elle a totalisé 460 de total. Donc 4 semaines après les France Open, petit PR plus 10. Donc content que ça soit bien Bah, c'est passé. propre, hein, surtout avec le voyage, la proximité. C'est ça. Et en plus, en ayant validé que 2 essais au bench. Bon, c'est pas là qu'elle grappe il y a plus de kilos, mais voilà, elle a validé que 2 essais au bench. Et le squat s'est bien passé. Paire au squat avec 157 et 195 au deadlift, avec un total du coup à 460. Elle est impactée par la règle au bench qui arrivera en mars. Du coup, elle était en sync jusqu'à là, la Pyrénées Cup. Et depuis cette semaine là, qu'on a repris l'entraînement, elle est passée en soft. Parce qu'on a après quelques tests, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas tant impactée que ça par le changement de technique. Et que vu qu'elle vise à faire potentiellement de l'inter en bench, on s'est dit qu'il fallait qu'elle repasse le plus vite possible en soft. D'accord, ça Voilà. marche. Notamment pour les France Bench, même si la règle ne sera pas appliquée aux France Bench, on voulait présenter face aux sélectionneurs des standards de compétition acceptés à partir du mois de mars. Mhm. Donc c'est pour ça que là, on repasse au soft. Et elle participe à la Coupe d'Europe universitaire dans 4 semaines, parce qu'elle ne s'arrête jamais. Et B. C'était pas ma volonté. Constance aussi qui enchaîne pas mal. Ouais, il y a Constance aussi, du coup, là, qui a fait les France Open et qui participera à la Coupe d'Europe universitaire en moins de 63 avec Marine, ça va être sympa. Donc à Mérignac. Mais ouais, du coup, c'est un cas de figure très particulier pour Marine, parce que c'est vrai que là, elle enchaîne du coup 3 compétitions en 2 mois, concrètement. Parce qu'il y a à peu près 2 mois en tout entre les 3 compétitions. Et j'étais pas pour, évidemment, à la base, hein, parce que c'est pas du tout. C'est pas c'est pas une manière de faire pour veiller à l'intégrité de l'athlète. Mais bon, au bout d'un moment, si c'est la volonté de l'athlète, il faut quand même le respecter parce que voilà, c'est pas nous qui décidons non plus. Bah, c'est ça exactement. Nous, on est là pour donner les bons conseils. Si la personne, toutefois, elle a vraiment envie de participer à ces échéances-là pour X ou Y raison, faut l'accepter et puis l'accompagner. Exactement. Parce que je sais qu'il y a certains coachs qui sont juste des fois qui disent non, c'est mort, tu te débrouilles ou alors je ne m'occupe pas de toi. C'est pas toujours le bon move à faire, je pense, parce que c'est pas notre rôle en fait d'être aussi strict à ce niveau-là, je pense. À un moment donné, nous on prend des précautions pour prévenir les gens. Après, c'est justement plus elle va être encadrée, moins il y a de risques qu'il se passe des choses C'est négatives. ça. Faut pas délaisser les athlètes en fonction de leurs décisions. Il faut essayer de les éduquer et puis après, notre rôle, C'est ça. il va pas aller non plus dans l'interdiction. Après, là, je l'ai accepté vraiment. Enfin, j'ai marché avec Marine dans ce cas de figure parce que c'est Marine et je sais qu'elle a une bonne capacité à récupérer. Pour d'autres athlètes, ça aurait été négatif. Je sais que notamment chez les athlètes masculins qui mettent beaucoup plus de temps à récupérer, j'aurais potentiellement refusé, tu vois. Parfois, c'est juste pas possible. Ouais, en fait, c'est ça. C'est qu'en peux fait, juste pas. il y a de très fortes chances que ce soit plus négatif qu'autre chose, que ça amène même des blessures derrière. Donc, mais là, dans des cas d'athlètes féminins où le mental est présent, où tu sais que la récupération va être bien gérée, en vrai, ça peut se Dans faire. une bonne dynamique. Les France Open, c'était quand même une bonne comp. C'est ça. La Pyrénées, c'est une bonne comp. Mm. Voilà, Là, elle est motivée pour la Coupe d'Europe. En plus, elle y va pour jouer la première place. Donc, voilà. Le plan mental est plutôt bien amené. C'est ça. Objectif 470. Et puis le titre. Okay. Ça va être sympa. Donc voilà, on a fait à peu près le tour des athlètes qui ont fait les meilleurs résultats du coup sur cette échéance. Donc je voulais revenir rapidement sur notre évolution entre l'année 2024 et 2025 par rapport au France Open. Du coup, en 2024, on avait 8 athlètes qui ont participé. Et contre là, du coup, cette année 10. Donc on est quand même vachement content
que malgré l'évolution du niveau, notamment lors des Open, bah, qu'on arrive à amener 10 athlètes encore cette année, alors que le niveau a augmenté. C'est ça. Ça veut dire que nous, de notre côté, on fait bien notre boulot, que nos athlètes progressent en même temps, voire plus que ce que le niveau monte. Et bah, c'est super positif, ça nous encourage à continuer comme ça. Et donc, du coup, pour faire un petit comparatif, l'année dernière, on avait Andy, donc en 2024, Andy qui avait fait top 8, et on avait Marine qui avait fait top 5. Et donc, bah, cette année, on a 3 athlètes qui ont fait top 8, plus du coup Andy qui a fait top 4, plus Mathilde qui a fait top 5. Donc, des résultats qui ne cessent de s'améliorer, donc on est super fiers de ça. Donc voilà, pour l'aspect résultat de la compétition. Pour revenir sur l'organisation, donc tout ce qui était autour vraiment de l'aspect match. Donc les plus et les moins, donc je vais te poser déjà la question, selon toi, quels ont été les moins, donc vis-à-vis vraiment de nous, qu'est-ce qui peut être amélioré pour les fois prochaines? Sur le côté organisation au niveau des logements, Mm. je pense qu'on peut faire un petit peu mieux. Justement, du coup, on était quand même beaucoup. Donc, il y avait un petit peu. Euh, on pouvait être vite dans le côté un petit peu bazar dans le logement. Mm. Donc, là, cette année, pour déjà les francs juniors, on va séparer les logements entre le staff et les athlètes. C'est ça. Donc là, c'est une décision qu'on a prise il y a peu de temps avec Léon, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en termes de productivité, c'était pas très rentable qu'on soit mélangé avec les athlètes. Parce qu'en fait, bah, nous, en fait, on adore passer du temps avec nos athlètes, ça, c'est pas le débat. Mais pendant une semaine de compétition, nous, on n'est pas en vacances. Alors que parfois, les athlètes, eux, une fois que leur jour de passage est passé, bah, ils se retrouvent un peu en vacances. Et en fait, nous deux, notre équipe, donc, par exemple, les gens qui nous accompagnent en tant que staff, donc je pense à Antoine, à Hugo, à Ethan qui étaient là. Je reviendrai dessus par rapport à eux après, mais bah, on est là pour travailler. Et donc, il faut qu'on ait un cadre, un environnement propice à ça. Et nous, bah, notre travail à côté ne s'arrête pas parce qu'il y a une compétition, on C'est a ça. quand même des retours à faire, des programmes à préparer. Et en fait, le logement dans lequel on était n'était pas ultra propice à. Enfin, c'était pas un environnement de travail sain, tout simplement. Donc là, effectivement, à partir des France jeunes de cette année, de juniors, qui auront lieu à Nancy au mois de mai, on va vraiment faire un logement dédié pour le staff, où on pourra rester vraiment concentré sur les tâches à effectuer. Et il y aura, du coup, après, on s'organisera différemment pour les athlètes, pour qu'ils aient leur logement à eux. Voilà, tout simplement. Puis même en termes d'organisation simple, ne serait-ce que pour gérer les repas. Enfin, tu vas faire un Oui, repas pour 4-5 personnes et faire un repas pour 10 personnes, c'est vraiment plus oui, compliqué. oui. Enfin voilà, on perdait beaucoup de temps pour plein de choses futiles. Et je pense qu'on va gagner du temps si on split comme ça les Ça. logements. Globalement, je dirais une meilleure organisation, que ce soit sur le côté logement, mais la logistique autour des repas, des chambres, de l'organisation par exemple avec Ethan. Mm. Parce que Ethan, il faut savoir que c'est un ostéopathe. Et du coup, il a proposé des séances d'ostéopathie, si je dis pas de Ouais, bêtises, c'est ça. euh, au France Open, mais on n'avait pas forcément organisé au préalable la chose. Mm. Donc là, on essaiera de prévoir des créneaux euh, pour que ce soit vraiment bien organisé, que les athlètes peuvent avoir un bon service, mais qui est encadré pour vraiment que ce ne soit pas le bordel concrètement, Mm. et aussi pour que, enfin pour Ethan, que ce soit plus sympa, parce que du coup, bah, le soir, il était en train de faire des séances à tout le monde, et bah, ça finissait un petit peu Ouais, en tard. termes de timing, c'était mal géré. C'est pour ça que ça, j'ai eu un appel avec lui il y a peu de temps. On va mieux s'organiser pour les fois prochaines. Et puis bah, là, c'était vraiment une phase test en fait. C'est ça. Donc c'était voir comment lui, il allait se débrouiller déjà en tant que professionnel, voir un peu comment le service allait être reçu par les athlètes. Et au final, bon, on a eu que des retours positifs. Mm. Parce que bah, avoir une personne qui s'y connaît dans le domaine de la préhab, réhab, qui a les équipements adéquats, qui étaient là à disposition, bah, ça a changé la donne en termes de récupération pré-compétition. Et je pense que la plupart des athlètes qui ont eu le droit voilà, nous ont fait que des bons retours. Donc C'est ça. c'est quelque chose qu'on va remettre en place pour les prochaines échéances, pour les juniors. C'est ça. Après, on peut avoir des facteurs externes qui sont un petit peu bêtes, auxquels on ne pense pas avant, mais qui peuvent avoir un impact. La distance entre le logement et la salle. Ouais, ça c'était un problème. Bah, après, on était à Marseille. Trouver un logement pour beaucoup de personnes, c'était pas évident. Pourtant, je m'y suis pris quand même à l'avance. Et malgré ça, bah, on s'est vite retrouvé à 15-20 minutes de route. Et en fait, le problème, c'était pas tant la route, c'était vraiment le stationnement. Mm. Et du coup, par exemple, bah, se rendre du logement qui était dans une rue piétonne au parking et ensuite prendre la voiture avec les bouchons, se rejoindre le gymnase, c'était vite du temps perdu sur la route, des frais de stationnement, etc. Donc ça, on va essayer de s'organiser mieux pour les prochaines compétitions à ce niveau-là. Exactement. Donc à Nancy, ça sera déjà moins le bordel, je pense. C'est une plus petite C'est ça. ville. Le gymnase est beaucoup plus facile d'accès. En plus, il y a un parking qui est gratuit pour le coup à ce gymnase-là, à la salle Gentil. Donc voilà. Donc ça, je suis d'accord pour les moins. Je te rejoins sur tout ça. Et prendre le double des clés avec nous. Ah oui, alors, pour la petite anecdote,
premier soir où on arrive dans le logement principal. Du coup, on sort pour faire des courses et la plupart d'entre nous ne sont pas forcément habitués à ce que ça soit une porte qui se ferme sans poignée, qui se claque juste en fait. Et du coup, on a laissé les clés à l'intérieur. Du coup, on a dû appeler un serrurier. Non, mais en fait, c'est quand on est autant, on se dit, non, mais Il y en a c'est forcément. lui qui doit avoir les Ouais, clés. ça. Et l'autre te dit la même chose, et au final, les clés elles sont sur la porte de l'autre côté. Ouais. Donc, on a perdu un peu de temps ce soir-là Et et on a d'argent. dû faire venir un serrurier. Ah bon. Donc, la prochaine fois, on a prévu le coup. On prendrait une radio avec nous. J'ai bien regardé comment le gars a procédé. Oh, bah, c'est on- une radio dans la porte et des coups de pied. Je vais donc, demander à Constance, qui est dentiste, de me ramener des radios mais je ça- mettrai les coups de pied dans la porte. Y a et pas on de mettra les problème. coups de pied à la porte. Donc voilà pour les moins. Pour les plus, donc du coup, comme je l'ai évoqué un peu avant, c'est le sauna. Donc j'ai investi dans un sauna pour LPC il y a pas longtemps. Première utilisation au France Open et ça a été vraiment une réussite. Déjà, ça nous a permis de nous rendre compte de l'utilisation. On sait que concrètement, il est vachement plus efficace avec une combi de sudation, mais genre vraiment plus. Donc ça a été extrêmement efficace, que ce soit pour Andy, pour Élise, pour Marine, qui ont dû faire des petits protocoles. Et Il faudrait qu'on achète la crème aussi. crème chauffante. Non, pour dilater les pores, c'est Ouais, ça? Ouais. ça, il paraît que ça marche vraiment bien. Et je pense que le combo des trois, t'économises facile un round presque. Donc en vrai, C'est pas ça peut être déconnant. pas mal. C'est pas déconnant. Ouais, ça fera partie des choses à améliorer. Mais du coup, franchement, très content et je suis pas, enfin vraiment, je suis content de ne pas avoir fait cet investissement pour rien, parce que ça a été ultra utile. Et bien sûr, en complément du sauna, on avait la balance calibrée qu'on a dans notre salle. Maintenant, sur toutes les grosses compétitions, je la ramène. Comme ça, on n'a pas ce qu'on s'est déjà fait avoir en fait sur les France Open 2024, où on avait des Tanita, il y avait des écarts quand même assez conséquents d'une Tanita à la balance calibrée, et on s'est fait avoir pour quelques athlètes. Et donc là, je voulais surtout pas que ça se reproduise. Donc depuis les France Juniors l'année dernière, on embarque la balance calibrée, comme ça, il n'y a plus de problème. Non, c'est ça, parce que souvent les cuts, c'est une première compétition avant la compétition, concrètement. Ouais. Parfois, c'est même plus stressant pour certains athlètes que la compétition elle-même. Du coup, si on peut atténuer ce stress à fond avec des équipements adaptés, puis aussi une prise en main, parce que on est là concrètement, Mm. donc c'est moins stressant. Ça permet de réaliser des cuts déjà en économisant de l'énergie et aussi de réduire le stress, donc arriver en meilleure forme sur la compétition. Mm. Non, puis là, pour le coup, c'est un vrai sauna. C'est pas un hammam, un peu les trucs un peu à la con qu'on peut trouver sur Internet avec la tête qui dépasse. C'est vraiment une vraie cabine de sauna, donc qui est à chaleur sèche, qui est très efficace, qui produit entre 60 et 70 degrés, donc ça fait chaud. Il y avait un contraste quand même entre les gens qui étaient posés sur le canapé Ouais. et le mec dans le sauna en caleçon qui était en sueur juste à côté, c'était quand même assez drôle. Ouais, mais franchement, voilà, vraiment pas mécontent du résultat. Et surtout, beaucoup plus agréable à gérer parce que c'est beaucoup moins oppressant que d'être dans une baignoire remplie d'eau avec les vapeurs d'eau qu'on se prend dans le nez, etc. Enfin, C'est moins dangereux aussi, c'est simplement. moins dangereux. On a beaucoup plus facilement le visuel sur la personne. Parce que par exemple, quand c'est une fille qui fait de la baignoire, c'est pas forcément évident de s'occuper d'elle s'il n'y a pas d'autres filles à côté. C'est ça. Là, le hammam, la personne se met en brassière, short, ou par exemple, voilà, dans ce genre-là, et c'est beaucoup plus facile. Et donc, et puis du coup, pour revenir, ouais, franchement, tenue de sudation, ça faudra vraiment qu'on y pense pour les personnes dont on est sûr qu'ils vont faire du sauna. C'est ça. Pour ceux qui ont vraiment beaucoup de poids à perdre au sauna, en fait, il faut qu'il y ait la tenue de sudation. C'est vraiment plus efficace. Après, on n'encourage pas les cuts non plus, hein, Non, mais là, évidemment, on parle d'un niveau open. voilà. C'est le top niveau, donc Pour moi, outre échéance nationale ou qualif à jouer, le cut n'a pas de raison d'être dans ce sport. Ouais. On n'est pas non plus dans des sports de combat, on n'a pas 24 heures pour refeed, donc on évite au possible. Ouais, puis d'où l'intérêt aussi de l'efficacité du sauna, et puis de la balance calibrée, c'est qu'on est précis sur le poids auquel on atteint, enfin le poids qu'on atteint avant d'aller à la pesée, parce qu'on n'a que très peu de temps pour refiner en réalité au moment de la pesée et avant le début du match. Si jamais on se prend un refus parce que le poids de corps est pas bon lors de la première pesée, le temps qu'on perd, il est considérable, il est surtout extrêmement important pour le refeed. C'est souvent ce qui peut faire tourner au drame une compétition. C'est si tu n'as pas le temps de refeed, tu as beau avoir géré le mieux possible ton cut, si tu n'as pas le temps de refeed, ça va mal se passer. C'est ça. Donc là, l'avantage du sauna et de la balance, c'est qu'on arrivait, tous ceux qui sont arrivés à la pesée ont été pesés nickel à chaque fois. Donc ça, c'est une belle réussite. Donc je suis assez content parce qu'on a eu pas mal de problèmes de poids de corps durant l'Imperium. Là, ça a été beaucoup mieux géré du coup. Certainement aussi parce qu'on était sur place pour gérer chaque athlète. Donc non, très content de ça. Et puis c'est à peu près tout. Puis bien sûr, du coup, Ethan qui était là pour s'occuper de la partie réhab, préhab, pour toutes les personnes qui avaient soit des petits bobos déjà présents, ou même juste de la récupération, tout simplement. Il avait les bottes du coup de pressiothérapie. C'est ça. Du coup, il avait ramené sa table. Il avait également les ventouses. Donc franchement, il était bien équipé. Tout le monde a eu le droit, pratiquement tout le monde a eu le droit à ses services.
Et ça, c'était vraiment un plus. Ouais, le Donc, tout, c'est de mieux l'organiser pour que ce soit encore plus efficace et qu'on évite que les athlètes qui passent le lendemain aient besoin d'attendre ou que dans le cas, il y avait une chambre toujours qui était prise pour réaliser mm, des massages ou autre et du coup, bah, la personne de la chambre en question ne pouvait pas aller se coucher. c'est ça. Donc là, typiquement, c'est très simple. J'ai déjà réservé le logement pour Nancy. Je l'ai réservé tout à l'heure et j'ai pris un logement avec 5 chambres. On sera 5 normalement au niveau du staff, sauf si y a le changement de programme. Et du coup, il y a 5 chambres avec 5 lits. Comme ça, tout le monde a sa chambre. C'est ça. Tout le monde sera dans des conditions optimales pour être performant. Parce que du coup, pour revenir sur le staff, donc bah déjà, je les remercie énormément. Donc il y a Antoine Lambert qui nous a accompagnés. Il y a Hugo Affchin qui participait à la compétition, mais qui a été aussi présent et très utile pour l'aspect média. C'est lui qui a fait du coup les montages vidéo, qui a été aussi présent en salle de chauffe d'ailleurs pour aider. Bien sûr, Léon qui était là en tant qu'athlète, voilà, et qui a énormément aidé. Là, il n'était pas que dans la peau d'athlète. Et du coup, Ethan aussi qui nous a filé un coup de main. Donc, c'est vraiment le gros du staff. Bien sûr, après, il y a certains de nos athlètes qui ont été aussi présents en tant que bénévoles après, pour certaines choses. Constance à la caméra, Samy qui a aidé un petit peu en chauffe, Mhm. etc. Donc, merci à eux. Et du coup, bah, pour les prochaines échéances, pour rendre les choses encore plus professionnelles, je vais certainement trouver des arrangements avec Antoine, avec Hugo, avec Ethan, pour que bah, on soit encore plus professionnel, qu'on soit encore plus investi, qu'il y ait encore plus de temps alloué vraiment à l'aspect travail, et que bah, on produise par exemple plus de contenu, que tout soit mieux organisé. C'est ça, exactement. Que ce soit un cadre pro à 100% Ouais, et qu'on délaisse au plus possible le cadre amateur. c'est ça. Voilà pour les France Open. Ouais, une belle expérience, c'était cool. Bah, franchement, encore une belle année. Mm. Donc, l'année prochaine, du coup, ce sera à Vitrolles. Vitrolles. Et je sais pas si on peut le dire pour les N2. Et les N2, du coup, bah, vous aurez l'information un peu en exclusivité ici, sauf si ça sort avant, mais ça sera la PCH qui va organiser le Grand Prix fédéral, donc à Compiègne, enfin, oui, à Compiègne. Donc voilà, ça a été décidé aujourd'hui. Donc il y a encore 2-3 choses à régler, mais c'est bon, ça va se faire. Ok. Du coup, pas encore de date à annoncer pour l'Imperium. Du coup, pour l'instant, pas d'Imperium de prévu. Il faut que je vois ça avec le bureau de l'assaut, voir comment on fait. Mais dans tous les cas, l'Imperium ne sera pas qualificatif pour ces compétitions-là. Non, Voilà. mais c'est toujours une chance en plus Mm. pour les athlètes Oui, voilà, c'est ça. Donc, qui veulent faire une en compétition. fait, limite, avec le nouveau calendrier, il y a de fortes chances que, en termes d'utilisation, l'Open du Lyon prenne un peu la place de l'Imperium C'est ça. en termes de qualification. C'est un switch concrètement. C'est ça. Ok. Donc voilà, ça, j'en discuterai avec mon bureau, avec Antoine Jarno, avec Margot Chapin, etc., qui sont du bureau de la PCH, pour voir avec eux concrètement qu'est-ce que l'on fait. Ok. Bon. Bah, pour clôturer du coup un peu le sujet France Open et Orga, parler d'un autre sujet, je vais te poser une petite question. Dis-moi. Si tu devais revenir en arrière, donc à tes débuts en powerlifting, Hmm. mais avec tes connaissances actuelles, tu amènerais quoi comme changement pour pouvoir mieux progresser ou empêcher des paliers de stagnation, par exemple? Alors, bah moi, c'est un peu compliqué dans un sens parce que j'ai commencé la FA en 2018 et en vrai, c'était une période où déjà l'aspect programmation n'était pas autant développé que maintenant. Les coachs commençaient tout juste à voir le jour. Enfin, les coachs que l'on connaît maintenant, tu vois, Mhm. avec leur approche de maintenant, ça venait tout juste à commencer. Euh, mais j'aurais tendance à dire, qu'est-ce que j'ai pu négliger? En soi, je m'entraînais déjà dur à l'époque, les gens autour de moi s'entraînaient déjà dur, mais je pense que la façon de programmer n'était pas adaptée. Euh, En fait, c'est compliqué parce qu'avec les outils de maintenant, ça serait beaucoup plus simple, Mhm. tu vois, de faire les choses différemment. Parce que du coup, si je refaisais si, admettons, je commençais la FA aujourd'hui, bah, je prendrais un coach, un vrai coach tout de suite, chose que j'ai pas fait au tout début, pour avoir tout de suite un maximum de connaissances. Ok. Donc toi, tu Euh, penses que du coup, prendre un coach directement, c'est plus intéressant. Il n'y a pas besoin de forger une expérience tout seul. Ça dépend vraiment le niveau d'expérience avant de commencer ce sport. C'est-à-dire que si vraiment c'est ton tout premier sport, pourquoi pas se faire la main un peu tout seul, pour déjà ne serait-ce que gagner en termes de coordination, proprioception, etc. Enfin, découvrir son corps en fait, tout simplement. Parce que quand on commence la musculation, typiquement, on n'est pas capable de ressentir aucun muscle, on fait tous les mouvements, on n'a aucune coordination. Donc il y a, je pense, déjà un minimum à avoir et à gagner soi-même. Mais pour moi, il y a pas de problème à Ah. commencer avec un coach rapidement. De toute Mhm. façon, j'ai un exemple tout bête. Antoine Lambert, que j'ai cité juste avant, bah, il a déjà fait un peu de musculation avant, mais dès ses débuts en FA, il m'a contacté pour prendre un coaching. Ça fait maintenant 2 ans que je le coach depuis 2023.
À l'époque, il faisait, je crois 60 kilos. Il squattait, bon, de toute façon, un jour, j'en reparlerai dans un autre, Il a bien progressé, hein. dans un autre podcast, mais oui, il squattait 60, il benchait même pas 50. Enfin voilà, c'était vraiment un débutant. Et pour autant, techniquement, il y a énormément de boulot. Mais du coup, très rapidement, du coup, le fait qu'il a pris un coach, ben, il a eu une très grosse progression. Et là, je ne saurais pas dire exactement on est à plus combien, mais on ne doit pas être très loin des plus 250, 280 kilos sur le total. Dans peu de Forcément, temps. de là où on part, c'est normal, hein. Mais n'empêche qu'il a extrêmement bien progressé, même physiquement, parce que maintenant, il fait 83 kilos. Il a pris plus de 20 kilos en 2 ans. Et qui porte très bien d'ailleurs. Donc, non, en vrai, c'est une belle évolution. Je pense que c'est aussi au coach d'amener une autonomie à l'athlète. Mm. L'autonomie, en fait, certes, on a un coach, on a un encadrement, mais on va dire la première ligne de défense vis-à-vis des erreurs, des blessures, des douleurs, des gènes, des questionnements, c'est l'athlète en lui-même. Ouais. Et donc, préparer son athlète à savoir y réagir, c'est hyper important. Donc, C'est ça, c'est en fait le fait de prendre un coach assez rapidement, c'est le boulot du coach, hormis le côté programmation, travail technique, c'est aussi poser un cadre sur l'aspect mental, sur comment aborder sa progression, la pratique, faire comprendre que bah, viser les championnats de France tout de suite, c'est pas la peine. Il n'y a aucun intérêt de partir avec des tels objectifs aussitôt. Parce qu'en fait, souvent, ça va plutôt amener de la frustration plutôt qu'autre chose. Et plutôt essayer de faire conscientiser à l'athlète bah, les petits progrès, en fait, les petits paliers à atteindre. Et c'est comme ça, au final, quand Antoine fonctionne, c'est qu'il visualise des paliers à atteindre à chaque fois. Il les atteint, il passe au suivant, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, bah, quand il sera temps de se concentrer sur de l'échéance nationale, bah, il sera temps de le faire. Mais pour l'instant, il sait que c'est encore un peu tôt pour se projeter dessus. Et bah, le fait qu'il se projette sur des compétitions style Grand Prix, comme l'Open du Lyon, ou des choses comme ça, bah, en fait, il se drive de cette manière-là, il progresse. Et en fait, il ne cesse de progresser. Là, il a fait sa dernière compétition au mois de... Bah, là, il y a quelques semaines, à Berck. Et bah, il a fait une super belle compétition où il va du coup totaliser 572 de total. Alors que quand il a commencé la FA, je crois, il n'avait même pas 300 kilos de total, quoi. Donc, et puis même d'un point de vue technique et d'appréhension des connaissances. c'est ça, c'est ça. Parce que du coup, maintenant, c'est une des personnes qui m'accompagne le plus souvent en compétition. C'est pour ça que je le prends dans le staff LPC, c'est que, ok, il n'est pas diplômé pour le moment. Mais en fait, il m'a tellement accompagné sur les échéances qu'en termes de gestion de match, il est calé. En termes même de compréhension de la programmation, de l'aspect technique, il se renseigne beaucoup de son côté. Et puis, bah, il est loin d'être bête. Donc, en fait, c'est une véritable, un vrai soutien. Donc, non, et c'est ça aussi, c'est que c'est un athlète qui est proactif. C'est-à-dire qu'il n'est pas là à juste subir sa programmation, à faire ce qui est écrit sur le papier. Il essaie de comprendre les choses. Il essaie de savoir pourquoi telle chose est mise en place. Même de lui-même, il fait des tests, et c'est ça qui fait de lui un bon athlète en réalité. Et je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont parfois beaucoup trop passifs et pas assez proactifs du coup sur leur façon d'être coachés, et sont juste là à faire ce qui est écrit sur le papier et attendre que les choses se passent. Et malheureusement, à un moment donné, ça ne suffit pas de juste suivre la programmation. Parce que ça va manquer d'intention, ça va manquer de compréhension, de volonté de s'améliorer sur le plan technique. Et c'est ça qui fait que sur le long terme, on progresse, quoi. Puis je suis totalement d'accord avec ce que tu disais. Effectivement, juste suivre une prog, ça ne suffit pas. Il faut avoir la remise en question. Et surtout, bah, la base d'un suivi, c'est un accompagnement. Donc, il faut un aspect communication. Mm. C'est-à-dire que le coach, il a le droit de ne pas savoir. Et la meilleure source d'information, c'est l'athlète en lui-même. Donc, il faut que l'athlète soit capable de lui dire, de communiquer pour pouvoir prendre la bonne direction, que ce soit sur un point de vue technique, un point de vue mental, sur une préparation, sur le choix des bonnes compétitions, sur le plan annuel. Mm. Tout ça, c'est une communication entre le coach et l'athlète. Donc, vous ne pouvez pas vous contenter juste de suivre une programmation. Et si j'irai un peu plus loin, juste d'envoyer 3 vidéos par jour, Mm. de faire ah, la séance, elle était bien, ah, c'était pas bien. Ça Ouais. suffit pas. En fait, ça peut vous paraître anodin, mais je trouve que sur une année, ça représente beaucoup de pourcentage de progression. Non, mais ça c'est clair. Bah, pour revenir là-dessus, justement sur l'aspect des retours, comme tu dis, si je prends mon panel d'athlètes qui a du coup le plus gros niveau, donc qui se présente sur les échéances nationales, bah, c'est ceux qui me font souvent, le plus souvent, des retours qualitatifs, des retours qui sont précis. C'est pas juste ils m'envoient les vidéos et tiens, débrouille-toi. C'est ils m'envoient les vidéos, j'ai du contexte, que ce soit sur l'aspect parfois perso, parce que le contexte est important pour des fois comprendre une séance, comment elle s'est passée, pourquoi elle s'est passée comme ça. Et en fait, en étant plus précis dans le retour, bah, ça m'amène à avoir des meilleures réactions, en fait, que ce soit dans les retours, que ce soit dans la programmation, les ajustements à faire.
Et donc, voilà, c'est important de faire des retours construits et de prendre le temps de les faire parce que, comme tu disais, des fois, ceux qui envoient juste leurs 3 vidéos et puis bon, bah, bonne séance, bah, des fois, enfin, c'est bien que la personne dise qu'elle a fait une bonne séance, mais des fois d'avoir un peu plus de contexte de, voilà, j'ai eu ça comme ressenti sur cette série-là, ça a pas été parce que je me suis pas bien senti sur X ou Y Ça raison. prend 2 secondes. Ça prend pas longtemps en plus. Surtout, en fait, vous en avez pour votre argent. Enfin, à un Oui, moment, vous payez, profitez du service à 100% c'est ça. et ça prend pas longtemps, que ce soit de remplir le log ou d'envoyer un retour. Donc, voilà, faites-le. C'est pour vous. On va le rappeler, mais au bout d'un moment, on va arrêter de courir après les athlètes, Mmh quoi. mh. On n'a plus le temps. Mais ouais, franchement, du coup, moi, la plupart des gros athlètes, mais en fait, une relation athlète-coach, c'est une collaboration qui vise à la performance de l'athlète. Et donc, c'est pas juste l'athlète qui subit un peu la programmation et puis ça avance et il se passe rien. Il n'y a pas de communication entre les deux. Moi, je vois la plupart entre guillemets, encore une fois, des gros athlètes. Là, je prends l'exemple de Glenn. Avec Glenn, on s'est appelé dimanche pour faire un point sur le prochain bloc, pour se dire, OK, ça, c'était bien, ça, il faut qu'on voit pour améliorer ça. Pour faire un point sur sur son intégrité physique, parce qu'en ce moment, le dos est un peu compliqué, mettre des choses en place, etc. Se projeter sur la saison. On s'est mis d'accord sur sur la saison. Et en fait, c'est ce genre de petits détails en fait, qui fait que bah, sur du long terme, on avance. Parce qu'encore une fois, bah, la plupart des gros athlètes que j'emmène en compétition sur les échéances nationales, c'est des athlètes que je coach depuis 2, 3, 4, 5 ans. Et en fait, il n'y a pas de secret. C'est ça. C'est de la communication, de la collaboration. En fait, il va y avoir des exceptions, des athlètes qui vont progresser de façon incroyable sans avoir besoin d'être relativement expérimentés. Mm. Mais pour la majorité des gens, dont vous faites partie, sauf peut-être une personne, bah, vous allez avoir besoin de fournir des efforts. Et si vous voulez être un bon athlète, il faut être aussi un athlète expérimenté. Ça va avec. Donc, il Mm. faut que vous sachiez vous remettre en question, peut-être poser des questions à votre coach sur ses choix, ses décisions, amener aussi vos ressentis, vos questionnements. Et comme l'a dit Paul, c'est une collaboration. En fait, si vous voulez, votre coach, il va amplifier ce que vous lui donnez. C'est-à-dire que si vous lui donnez beaucoup de retours, il va vous donner beaucoup de retours. Si vous lui en donnez peu, il va vous en donner peu. Parce qu'à un moment, bah, on ne peut pas fournir un retour qualitatif Mm. sans rien. On C'est ça. va sur le visuel, surtout quand l'athlète il commence à être expérimenté, au bout d'un moment, il n'y a plus grand-chose à dire. C'est ça. En fait, arrivé à un certain niveau, la technique est déjà plutôt plus ou moins bien mise en place. Mm. Et c'est pas juste l'aspect visuel de la vidéo qui va nous donner beaucoup d'informations. Et après, ça va plus être le ressenti, etc., Ça. qui nous permettra d'améliorer la chose. Ouais, si on veut améliorer un leg drive, au bout d'un moment, on va pas pouvoir dire bouge ton pied de 2 centimètres. Ouais, Là, c'est pas possible. ouais, c'est ça. Bon, Donc, des fois, ça marche. oui, mais dans la majorité des cas, c'est surtout Non, le ouais, ressenti de l'athlète ouais, qui c'est clair. va, qui va impacter. Question de timing, tout ça, ouais. Absolument. Ouais. Non, mais ta question est intéressante. C'est vrai que moi, dans mon cas, en fait, j'ai pas l'impression d'avoir fait les choses mal, mais c'est plus par rapport à la période où c'était. Je pense que je pouvais pas faire beaucoup mieux. Ok. Donc, c'est plus, ouais. Je pense que si j'avais l'occasion de tout recommencer à partir de maintenant, évidemment, je ferais différemment mais c'est parce que j'aurais plus d'outils à disposition. Après, c'était déjà ton métier, coach, à cette époque-là, quand tu as commencé la force? Non, j'étais pas encore licencié de STAPS à l'époque. Je me suis spécialisé en FA que quelques temps après avoir commencé. J'ai commencé à me spécialiser en FA en 2020-2021 à peu D'accord. près. Donc de 2018, j'ai eu ma licence en 2019 de STAPS. Et entre-temps, j'ai fait du coaching classique, musculation, perte de Et tu poids. avais déjà fait du bodybuilding à un bon niveau. Ouais, j'ai fait du body Donc, il y avant. avait Bah, quand bon même niveau, un non, background. j'ai fait du body, quoi. Oui, mais Bah, à un bon niveau du tout de body, même. quand tu te charges pas, tu fais pas bon niveau, tu vois. Bah, physiquement, ça allait, quoi. Oui, oui, ouais. Ça reste un bon niveau. Mais du coup, ouais, j'avais pas encore toutes les connaissances que j'ai maintenant, c'est ça en fait. Ok. C'est aussi ça qui m'a, je pense, beaucoup aidé dans mon boulot à l'heure actuelle. C'est que je suis passé vraiment par toutes les étapes d'un athlète, en passant vraiment par celui qui n'a aucune expérience et qui a appris au fur et à mesure soi-même les choses. Donc déjà, c'est aussi, des fois, je comprends pas les coachs qui ne pratiquent pas, voire qui même parfois n'ont jamais pratiqué le sport en question. Pour moi, c'est impossible de coacher correctement dans ces cas-là. La programmation, c'est une chose, hein, on peut très bien programmer sans avoir pratiqué le sport, ça encore, je veux bien. Bah, faut une compréhension de ce que c'est sur le terrain. Mais par contre, l'aspect technique, pour moi, c'est impossible de coacher correctement si on ne pratique pas le sport. De Même d'un point de retranscrire. vue, je trouve que même d'un point de vue programmation, il y a une différence entre sur le papier mettre un tonnage et le Ouais, réaliser. ouais, parce qu'il faut savoir faut savoir le sentiment que ça fait, le ressenti que Le ça fait. mental, Ouais. ça se trouve, il y a un athlète, enfin, tu vas lui mettre 15 séries de squats par semaine, mais est-ce qu'il va avoir la capacité de
de se la donner sur 15 séries c'est ou est-ce ça. que ce sera plus intéressant de le faire sur 12? Mmh. Et si tu pratiques pas, dans ta tête, bon, ça te paraît simple. Ouais, c'est juste trois séries d'écart. Voilà, Ouais. c'est ça. Ah non, mais c'est clair. Pour moi, c'est indispensable, pour être un bon coach en tout cas, en FA, de pratiquer le sport. Peu importe le niveau, mais de le pratiquer de manière sérieuse en fait. C'est surtout ça. Je dirais que c'est même très bien de pas être parfait, d'avoir eu des erreurs, des Ouais, bah défauts, oui, parce que moi d'avoir eu des perso, échecs. je suis loin d'avoir le niveau des personnes que je coach à l'heure actuelle, j'en suis plutôt même très fier. Et c'est je suis totalement OK avec ça, genre, Je pense qu'il faut un niveau OK, oui mais voilà. surtout une expérience solide. Donc avoir eu de l'expérience, c'est Mmh. la base d'un coach. Évidemment, un coach, il peut pas arriver et se lancer dans le métier en ayant une forte expérience, il va falloir se forger, Mmh. que ce soit en tant qu'athlète et en tant que coach. On peut pas non plus, attendre d'avoir, 7 ans de FA et 3 ans de coaching avant de se spécialiser en Mmh. FA. Ouais. Mais c'est à prendre en compte et en fait, votre coach, il doit aussi chercher à évoluer. Ça doit être aussi, du côté athlète, dans la sélection de votre coach. Est-ce que votre coach, il continue de pratiquer ou au moins de s'impliquer, dans le développement de son coaching et de ses points de vue par rapport au sport? Mmh. Je pense que c'est important. Ouais, parce qu'effectivement, bah, après tu peux très bien parce qu'il y a certains coachs qui ne pratiquent pas, enfin, j'en suis même pas sûr d'ailleurs, mais par Ouais, exemple qui le si on mettent de prend côté pour le travail, oui, ça se comprend. ouais, mais par exemple, tu vois, tu prends TSG, les mecs, donc il y a Jason et puis je sais plus qui travaille avec eux. Alors je c'est pas une certitude que j'ai, hein, mais je crois que de mémoire, ils ne pratiquent pas le sport. C'est juste Ils le des analyses. pratiquent plus ou ils le pratiquent pas? Je sais pas exactement. Je sais pas s'ils l'ont en tout cas, je sais pas s'ils l'ont vraiment pratiqué de manière extrêmement sérieuse. Peut-être que je me trompe, mais j'ai surtout l'impression que c'est des gros nerds spécialistes de l'analyse et du coup, en programmation, c'est des bêtes. Mais tu vois, quand je regarde beaucoup de leurs athlètes, pas tous, hein, attention, hein, je suis pas un amalgame, mais certains de leurs athlètes, sur certains plans techniques, et même des gros athlètes, bah, il y a des choses qui sont à corriger. Bah, je trouve que, de mon point de vue, l'aspect programmation est pas le plus important. Ouais, je pense que t'as pas tort sur ça. Parce qu'un athlète, s'il a un bon encadrement, mental, physique et une bonne compréhension de son profil, Mmh. même si la programmation est pas parfaite, genre il a pas forcément le tonnage exact, peut-être qu'il pourrait avoir, un petit peu plus de fréquence et Non, et puis cetera, c'est tellement variable en mais plus. qu'il arrive à se la donner parce qu'il a envie et qu'il s'entend trop bien avec son coach, ils font des super échanges à chaque fois, Mmh. il va progresser de fou. Ouais, c'est Alors qu'un sûr. athlète, il a la prog parfaite, heu, son coach, c'est une IA super intelligente qui pond, les progs parfaites, mais le côté humain et le côté, sur le terrain n'est pas là, il n'y arrivera pas. Il Ouais, aura puis même pas envie d'aller à la salle. puis il y a le côté aussi adhésion à la programmation, parce que tu as beau dire, mais si la prog parfaite, c'est, faire un je sais pas, je vais dire une bêtise, mais un 20 x 3, au bench, bon, C'est à un ça, hein. moment donné, je pense que tu vas vite en avoir ras-le-bol de Moi, t'entraîner, quoi, genre c'est j'ai des profils un peu bruts de pomme, je sais que, bah, ils auront peut-être besoin d'avoir, 2 voire même 3 fréquences de tempo dans la semaine. Mais si je leur fous ça, ils vont me faire: «Bah, écoute, ah oui, va te faire voir, oui, oui, je oui. vais pas à la salle». Ouais, non, mais c'est clair. Donc, à un moment, bah, tu leur en mets une et après tu essayes de trouver des petites variantes, Mmh, de leur faire peut-être, kiffer avec une séance, un petit peu plus juste spécifique. mmh, Puis voilà, hein, c'est comme ça. Mais à un moment, la première base pour qu'un athlète, il progresse, c'est que quand il soit à la salle, il a envie de se la donner. mmh. Parce que, bah, je pense que beaucoup, beaucoup de gens oublient, notamment les athlètes parfois, c'est que, bah, c'est un sport quand même, c'est un loisir, hein. Ouais, aussi, c'est Ça, vrai. c'est un truc de fou, hein. Moi, les gens qui se rendent malades, et c'est bien parce qu'ils sont investis, mais ça arrive à des stades qui sont trop extrêmes, où ils se rendent malades, où ils sont pas bien ils sont pas bien mentalement en fait, à cause du sport. C'est pas bien, tu Non, vois. Genre, non, non, bah, sauf si vous êtes champion ça du arrive monde. hein, de passer par des périodes comme ça parce que tu vas beaucoup t'impliquer pour une compétition en particulier, ça c'est ok. Mais quand ça commence à être sur une trop longue période, où il y a vraiment un mal-être qui s'installe, c'est qu'il y a une mauvaise approche du sport en question. Ouais. Moi, je vais pas vouloir dévier trop sur le sujet pour pas qu'on me rajoute 1 heure, Oui, mais non. concrètement, il faut pas que vous cherchiez à avoir le mode de vie parfait. Il faut que vous cherchiez à avoir un bon mode de vie, quitte à ce qu'il ne soit pas parfait, mais que pour vous, il le soit. C'est-à-dire Mm. que pour vous, ce soit tenable à l'année, que ce soit pas une contrainte. En fait, concrètement, il faut pas que vos entraînements et votre mode de vie autour pour que bah, vous puissiez progresser, donc la diète, le sommeil, il faut pas que ce soit une contrainte. Évidemment, ça doit pas être, heu, super simple parce que, bah, forcément, vous êtes sportif C'est d'un ça, moment. faut trouver un juste milieu. Ça arrive de pas avoir envie d'aller s'entraîner C'est ou ça. de pas avoir envie de dormir 8 heures, En fait, il faut trouver un bon équilibre entre du plaisir, mais de la discipline. c'est ça. C'est pas toujours évident de Parce que faire. vous allez pas pouvoir être, en fait, vous pouvez pas vous dire en fait, faut pas que vous ayez le raisonnement en mode, «Bon là, pendant 3 mois, je lock in, je suis parfait». Vous le serez pas. Non, ça marchera pas. Vous allez le tenir Vous 2 allez semaines. décrocher au bout de 2 semaines. Après, vous allez être dégoûté de vous-même et ça va empirer la C'est ça. situation. Voilà. Donc, ouais, Voilà. De toute façon,
À part peut-être, le top 5 monde des KT où c'est leur taf, ils sont faits pour ça, personne autour de vous n'est parfait. Mmh. Même s'ils le laissent paraître sur les réseaux. Ouais, et puis même, beaucoup de gens qui pensent faire tout bien, en fait, il y a plein de facteurs qui sont délaissés à côté, ils ne s'en rendent pas forcément compte parce que bah, juste, ils le savent pas. C'est ça. Euh, Puis même le stress, en fait, voilà, vous allez produire du cortisol, vous allez pas récupérer. Donc si votre mode de vie hyper sain vous stresse, bah, en final, c'est se mettre des bâtons dans les roues. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça. C'est ça. Donc voilà, vous prenez pas trop la tête, faites les choses bien. Bon, je vous dis pas non plus de jouer à LOL toute la nuit, de dormir 4 heures, hein. Mais gardez un rythme qui est acceptable, famille, amis, copines, vacances, bouffe. C'est ça. Voilà, c'est La FA, ça doit pas être le sujet numéro 1 de votre vie, en gros. en soi, c'est un hobby, c'est pas parce que, on soulève des gros poids que c'est différent d'un mec qui va faire son bowling le samedi, concrètement. Ouais, c'est ça. Dans les faits, c'est la même chose. À part qu'on s'entraîne un peu plus que lui. Mais Voilà, bah, ça se trouve, il en fait 7 fois par semaine, hein, t'en sais rien. Donc voilà, ouais, je pense qu'on a fait un. je pense qu'on est pas mal. Ouais. Niveau temps, je sais pas, mais on est pas mal. Bon, bah merci à tous pour votre écoute et puis à une prochaine. From the ground we rose, now the city knows. Lights on us, fall can't be but a soul. Fast life, no lows.